Bienvenue à cet atelier, des derniers ateliers d'édition ATHS 2019. Je vous propose donc de commencer avec Monsieur Auriacombe sur caractéristiques addictives des usagers de substances fréquentant un centre de réduction des risques et des dommages, un CARUD, une revue systématique qui sera suivie de Monsieur Mathieu Chapuis, mort programmée de l'analoxone intranasal NALSQ dans la prévention des overdoses aux opioïdes, à qui la faute. À la suite de quoi, Catherine Duplessis nous parlera de l'analoxone, des outils au service des professionnels usagers dans une dynamique interassociative. Et on finira avec Monsieur Karim Diop, qu'on remercie d'être présent, sur bilan et perspective de 10 ans de réduction en Afrique, l'exemple du Sénégal. Je vous propose de commencer. Merci beaucoup. Donc cette présentation en fait est un travail de Charlotte Kervran, qui travaille dans mon équipe et qui travaille sur une recherche qui porte sur les caractéristiques diagnostiques de l'addiction chez les personnes qui sont dans les programmes de réduction des risques, ou en tout cas qui ne sont pas dans une démarche de soins vers le changement de leur usage. Et avant de démarrer ce travail qui est en cours, elle a fait une revue de la littérature et malheureusement, elle est empêchée par une autre activité et je la remplace. Donc, en introduction, vous le savez, ici, l'addiction se caractérise par un certain nombre de critères. Les critères les plus récents sont ceux du DSM-5. J'en profite pour rappeler que dans le cadre de ATHS, il y a 2 ans et encore 2 ans avant, les nouveaux critères de DSM-5 avaient été présentés en avant-première. Et vous savez qu'il y a des critères plus centraux qui décrivent le phénomène de perte de contrôle avec le craving, et puis des critères plus périphériques qui sont liés à la quantité, à la conséquence de la perte de contrôle et qui sont les dommages collatéraux. Et ça peut se modélisé dans la perte de contrôle, qui est l'élément central, les facteurs de vulnérabilité, les facteurs de risque qui peuvent faire qu'un individu développe une addiction à un moment donné, et puis les conséquences de cette perte de contrôle, notamment du fait de l'excès d'usage et tous les dommages qui vont avec. Alors, par ailleurs, ces critères, ils s'appuient en partie, notamment avec l'introduction du craving, sur des recherches plus mécanistiques de compréhension de comment fonctionnerait l'addiction chez l'homme, qui ont pu mettre en évidence que le craving avait une valeur prédictive, c'est-à-dire le craving précède l'usage incontrôlé, serait la cause, entre guillemets, de la perte de contrôle. Et donc, on peut aboutir à un modèle hyper simplifié de l'addiction, où le craving est central, c'est lui qui détermine la rechute, et il y a des facteurs qui aggravent le craving, comme les indices généraux, des indices plus particuliers. Ceci dit, il y a une limite quand même à ces recherches, c'est que toutes ces recherches ont été établies chez des usagers en démarche, en train de faire une démarche de soins, soit déjà en soins, soit demandant à aller vers un traitement spécifique de leur addiction. Et la question se pose de savoir leur validité, leur utilité. Est-ce qu'ils fonctionnent de la même façon si on s'adresse à des usagers qui ne sont pas en train de demander à être aidés pour arrêter? Donc, pour ça, on s'est intéressé au programme de réduction des risques, puisque, vous le savez forcément, en plus si vous êtes à cette session, que l'objectif dans l'approche de réduction des risques au sens propre, principalement, mais pas exclusivement, notamment les programmes d'échange de seringues ou les salles de consommation à moindre risque, c'est d'intervenir sur les conséquences sans avoir à le rendre conditionnel à la prise en charge de l'addiction ou à la prise en charge des facteurs de vulnérabilité. Donc, dans la réduction des risques, on cible l'action sur les conséquences et on n'intervient pas directement sur ce phénomène de perte de contrôle. Donc, c'est l'occasion de pouvoir l'étudier d'une façon de voir est-ce qu'il existe, ou est-ce que les manifestations de craving surviennent parce que les gens font la démarche de soins. Donc l'objectif, décrire l'état actuel des connaissances et les caractéristiques diagnostiques de l'addiction et du craving chez des usagers de programmes d'échange de seringues ou de salles de consommation à moindre risque,
donc un environnement qui est bienveillant à l'usage, hein, puisque tout environnement thérapeutique, même s'il peut être bienveillant à l'usage, perçoit l'usage comme un problème dont il faut s'occuper. Tandis que dans la démarche de réduction des risques, on ne nie, enfin, c'est pas l'objet, hein, on se préoccupe des dommages collatéraux sur lesquels on sait qu'on peut agir. Donc pour ça, elle a utilisé la méthode classique de revue systématique, donc en définissant bien le sujet. Donc on recherchait dans la littérature des personnes en situation d'usage actif dans des contextes où il n'y a pas de contrainte sur l'usage. Donc ça exclut les lieux thérapeutiques, ça exclut les prisons et toutes ces choses-là. Et ce qu'on cherchait, c'est que dans ces études, il y ait bien des mesures ou des descriptions des caractéristiques diagnostiques des personnes avec ou pas le craving. Donc pour ça, c'est la base de données PubMed et PsycInfo qui ont été consultés en janvier 2019. Là, vous avez le détail des mots-clés utilisés et les critères correspondant aux éléments que j'ai précédemment décrits. Par ailleurs, elle a utilisé une échelle de qualité pour pouvoir évaluer la qualité de chaque étude. Hein. Un des inconvénients quand on fait des revues de la littérature, c'est forcément, on associe des choses hétérogènes et il faut faire attention que ce ne soit pas trop hétérogène. Et si vous avez 10 études de très mauvaise qualité qui montrent une chose, mais qu'une seule étude, mais de très bonne qualité, qui montre l'opposé, est-ce que c'est la majorité qui a raison ou la minorité qui a raison pour pouvoir reclasser, pour la contrôler sur la qualité. Donc ça a été fait. La sélection des études a donné initialement 146 études dans PubMed, 43 dans PsycInfo, 5 études supplémentaires ont été trouvées en vérifiant les références de ces études. Ensuite, les doublons ont été supprimés, puis ce qui fait 190 études qui ont été triées sur le titre et le résumé, ce qui a permis d'éliminer des études hors sujet. Et finalement, à partir de 99 études donc, qui avaient sélectionné sur le titre et le résumé disponible dans la base de données, 99 ont été examinés individuellement et avec plusieurs personnes, et finalement 11 ont été retenus. Donc ça, c'est habituel pour ceux qui ont l'habitude des revues de la littérature. Hein. On part avec des mots-clés, on trouve beaucoup de choses, puis quand on est attentif dans la sélection, il y a moins d'études. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'échantillon? Donc ces 11 études retenues, 8 s'intéressent au diagnostic, 3 s'intéressent au craving, aucune ne s'intéresse aux deux. Toutes les études sont dans des programmes d'échange de seringues. Nous n'avons pas retrouvé d'études sur des populations de personnes fréquentant des salles de consommation à moindre risque, malgré la grande qualité et le nombre d'études sur un certain nombre de salles de consommation à moindre risque qui existent dans des journaux de très haut niveau. La majorité des études étaient aux USA, puis en Australie, une en Chine, aucune étude en Europe. Et au total, ça faisait 2121 participants. En moyenne, par étude, il y avait 192 participants. Donc, c'est des études intéressantes de ce point de vue-là, avec un âge variant de 16, un âge minimum de 16 à 18 ans et une majorité de tiers, ce qui est habituel, d'hommes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve par rapport au diagnostic ? Donc, dans ces études, ça ne surprendra personne, notamment dans des programmes d'échange de seringues, dans le cadre de ces études, 100% des sujets répondent aux critères d'addiction, de troubles de l'usage des opiacés. Ensuite, vous avez la cocaïne, variant de 16 à 80%, l'alcool de 15 à 70%, le cannabis de 6 à 51%, les sédatifs, donc notamment les benzodiazépines, de 6 à 51%, et puis les hallucinogènes ou les stimulants autres que la cocaïne, beaucoup moins. L'autre élément, c'est presque la moitié, un peu moins de la moitié des individus, là aussi ça ne surprendra personne, mais c'est bien de le montrer formellement, hein, ont plusieurs addictions, c'est-à-dire ils sont polyusagers évidemment, mais surtout ils répondent
il y a plusieurs usages qui répondent aux critères de troubles de l'usage. Et la majorité des études ont utilisé, enfin, les études ont utilisé soit les critères DSM-3, soit les critères DSM-4. Il n'y a pas d'études pour le moment, mais il y en a sans doute en cours avec les critères DSM-5. Et sur la base des critères DSM-4, il y a 7 critères pour la dépendance. Il en faut un minimum de 3. Et en moyenne, ils en ont 5, c'est-à-dire ils sont largement au-dessus du minimum nécessaire. Sur le craving, là, il y a 3 études qui donc sont intéressantes. Alors, elles posent un problème parce que le craving n'est pas toujours défini, ou parfois il est défini d'une façon plus ou moins précise, donc ce sont des limites. Mais il se dégage que parmi les personnes qui fréquentent les programmes d'échange de seringues, quand on les interroge sur le craving, plus de la moitié rapportent qu'ils ont un craving modéré ou sévère, gênant. Et ensuite, on a regardé aux associations entre le fait de fréquenter un programme d'échange de seringues et les critères diagnostiques et les pratiques à risque. Il y a une étude qui a trouvé un lien entre la quantité de pratiques à risque et le fait de répondre au diagnostic, c'est-à-dire dans cette étude, plus les personnes répondaient aux critères diagnostiques et plus ils avaient de critères diagnostiques de troubles de l'usage, plus ils avaient de pratiques à risque importantes. Donc une association entre la sévérité de l'addiction et la sévérité des pratiques à risque. C'est pour moi ? C'est le temps ? Non. C'est pas moi. Bon, ok. Il y a un téléphone qui sonne, si personne n'a entendu, ou alors il n'y a que moi qui l'entends. J'ai pas contrôlé ce que j'ai pris à midi, j'aurais dû faire attention. Donc ça, c'est intéressant. Donc, un lien entre sévérité de l'addiction et sévérité des pratiques à risque. Et un autre lien intéressant, mais limité juste à 2 études avec une qualité faible, avec des limites, donc il faut être très prudent, mais dans lequel il a été mis en évidence que les personnes qui fréquentent des programmes d'échange de seringues rapportent que quand elles ont du craving, alors qu'elles ont la connaissance des pratiques à risque et de ce qu'on va faire, et alors qu'elles ont à disposition du matériel, puisqu'elles sont dans l'environnement d'un programme d'échange de seringues, qu'à ce moment-là, elles vont prendre des risques, elles vont utiliser du matériel sale, du matériel déjà utilisé, et du fait de la pression du craving qui rend la consommation impérieuse. En conclusion de l'état de la littérature sur ce thème aujourd'hui, on peut dire donc qu'il y a une prévalence élevée de diagnostics de troubles de l'usage de substances et de polyaddiction chez les personnes qui fréquentent des programmes d'échange de seringues. Ça, c'est l'information qui sans doute n'étonne personne. Ça confirme bien, alors ça peut avoir une importance par rapport à l'interface avec le public, mais je pense que ces questions ne sont plus du tout d'actualité maintenant parce que tout le monde est rassuré de l'impact positif des programmes d'échange de seringues ou des salles de consommation à moindre risque, mais que la majorité des gens qui fréquentent ces lieux sont des personnes qui répondent aux critères diagnostiques de troubles de l'usage et non pas des usagers récréatifs qui iraient là de façon opportuniste ou parce qu'il fait mauvais dehors. L'autre, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a peu d'études qui évaluent l'impact du craving, qu'elles ont des limites, mais que néanmoins, ce qui nous a un peu surpris d'ailleurs, on trouve un élément qui fait penser qu'il y a une association entre le craving et son évolution et les pratiques à risque. Ce qui pose la question à un moment donné. Du coup, si on veut optimiser les actions de réduction des risques, comment intégrer l'élément craving dans une démarche de réduction des risques, tout en gardant ce qui est essentiel à la réduction des risques, de ne pas rendre l'accès à l'aide sur les conséquences conditionnel de l'accès aux soins.
Donc, en conclusion, d'autres études sont nécessaires pour mieux documenter ces critères. Sur l'ensemble de ces critères, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils marchent aussi bien chez les populations qui cherchent à arrêter versus les populations qui sont en plein, entre guillemets, dans l'usage. Et puis, explorer ce lien prospectif entre craving et pratique à risque pour voir comment on peut optimiser nos actions de réduction des risques, puisque tous ceux qui travaillent dans ces dispositifs savent que s'il y a une majorité, si l'impact est majeur globalement sur la majorité des individus, il y a des individus qui rapportent de temps en temps qu'ils ont raté la consigne et peut-être que le craving est un élément qui pourrait aider pour aller plus loin. Je vous remercie et l'ensemble des personnes qui participent à cette étude. Cette étude étant liée cette étude étant associée à un projet plus général que vous connaissez peut-être, qui est le projet Cosinus, qui est le projet mis en place d'évaluation des salles de consommation à Paris et Strasbourg, et qui inclut, outre Paris et Strasbourg, des sites à Marseille et Bordeaux. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Marc Auriacombe? Vous avez le droit de poser les questions à la fin, ça vous laisse le temps de réfléchir, mais quelquefois, questions brûlantes. Non, pas de questions brûlantes. Bien, nous allons passer à la communication suivante. Ok, Monsieur Chapuis. Bonjour, merci. Donc, comme vous avez pu le voir, je vais vous parler un peu de la mort programmée de la naloxone intranasale, le NALSQ, dans la prévention des overdoses aux opioïdes et à qui la faute. Donc c'est un titre effectivement un peu pour faire réfléchir sur la chose. Mes liens d'intérêt, je signale juste une prise en charge à la THS 2017 Indivior et cette année par Etipharm. L'histoire de la naloxone, je reviens juste un petit peu en arrière, c'est né en 1960 au Japon par un laboratoire japonais. Il y a une AMM dans l'injectable dans les années 70 aux États-Unis et en France, donc c'est un vieux médicament. Dans les années 2000, il y a eu un début par les services de secours, alors essentiellement américains, australiens, enfin anglophones en fait, par bricolage de la voie injectable. Ce que j'appelle par bricolage, je vais vous montrer, c'est qu'en fait ils avaient un dispositif où ils mettent un atomiseur pour pouvoir faire un spray nasal. D'accord ? Le motif, c'est que c'était plus facile à administrer. Il n'y avait pas de risque de blessure. Il faut penser dans les années 2000, VIH et hépatite. Donc, ils allaient plus vite. Ils ont montré, effectivement, que ça fonctionnait. C'est la diapositive d'après. Donc, il y a plusieurs équipes qui ont publié des articles sur des petites cohortes, certes, mais enfin, néanmoins des centaines de patients, pour montrer que ça fonctionnait aussi bien que l'injectable, à partir du moment où il y avait un volume qui était faible. Au départ, ça ne fonctionnait pas parce qu'ils mettaient trop de volume. En fait, on faisait un rassage de nez, donc ça ne marchait pas. En 2009, il y a eu un financement par le NIH pour faire une forme adaptée, parce qu'en fait, effectivement, les États-Unis ne voulaient plus la FDA. On ne peut pas détourner une voie sans AMM qui est injectable en mettant quelque chose. Et donc, l'équipe du professeur Vermeuling, dans le Kentucky, a sorti, après 3 ans de travail et un financement d'1,5 million, je crois, le dispositif qu'on connaît actuellement, qui est utilisé par tous les laboratoires, en spray nasal, je parle. Tout ça pour dire qu'on a un long recul d'utilisation. En octobre 2015, en France, en fait, il sort le décret qui l'exonère. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de prescription pour l'obtenir. Tout ça, ça veut dire qu'en gros, c'est un médicament qui est associé à peu dangereux, puisque sinon, on ne le ferait pas sans ordonnance. Du coup, je pose la question, pourquoi une ATU ? Alors effectivement, une ATU, quel est l'intérêt ? Donc, ATU, c'est autorisation temporaire d'utilisation. L'intérêt, c'est de mettre un médicament à disposition avant son AMM, avec en plus une prise en charge 100% assurance maladie. Les inconvénients, c'est que c'est uniquement réservé aux hôpitaux avec rétrocession. Une rétrocession, en fait, c'est une autorisation de vendre certains médicaments aux patients ambulatoires. D'accord ? Il faut remplir des données d'efficacité, des effets indésirables. Ça, ce sont des données utiles, je ne conteste pas ça là-dessus. Des données de suivi. Pour NALSQ, en plus, il faut suivre une formation. Alors, je n'ai pas retrouvé d'autres médicaments auxquels il fallait suivre une formation pour un produit aussi safe, entre guillemets.
Bref, top départ juillet 2016. Donc, sur injonction de l'ANSM, le laboratoire avait obtenu en fait la TU avant, mais l'ANSM a poussé un petit peu pour que ça soit lancé. Et donc, le laboratoire lance ça en grande pompe le 27 juillet 2016. Le laboratoire n'était pas prêt. Quand je dis qu'il n'était pas prêt, c'est-à-dire que quand j'ai su ça, j'ai demandé un dossier de référencement pour mettre à l'hôpital. Il ne l'avait pas, bien évidemment. Et puis, je me demande si vous étiez prêt, en plein milieu, entre juillet et août. Était-ce une bonne date de lancement d'un produit? Je me pose la question. Ensuite, ce que je vous ai expliqué, une ATU, par définition, c'est hospitalier. Ça veut dire qu'en gros, il y a à peu près 2/3 des XAPA qui sont associatifs. De fait, ils sont exclus. Les CARUD aussi. Et pour les XAPA hospitaliers, avec rétrocession, il y a une facturation à 100 € hors taxe, la boîte. Alors ça, c'est possible, mais faut-il encore que le patient ait des droits sécu, qu'il accepte de, je cite souvent, de laisser une trace de son addiction. On a beaucoup de patients qui disent, même si j'ai une sécu, je ne veux pas que la sécu soit au courant de mon addiction, c'est pour ça qu'ils vont que ça pas. Tout ça pour dire qu'en fait, j'attribue le diplôme de départ raté. Mais heureusement, deuxième départ, décembre 2016, exactement le 20 décembre, à la veille de Noël, il y a en fait la DGS qui sort en fait une ATU dérogatoire, parce qu'ils ont bien vu que ça ne fonctionnait pas, donc on ouvre l'ATU au XAPA associatif, ELSA, service d'urgence, prison, mais toujours pas les CARUD. C'est bien connu, en CARUD, il n'y a pas de risque. Plus de problème de facturation, puisque du coup il y a une mise à disposition gratuite des boîtes. Donc là, c'est ce que j'appelle le vrai départ d'une ALSQ, et donc place aux professionnels, puisque quasiment la majorité des professionnels, hormis CARUD, peuvent en disposer gratuitement en plus. Donc il n'y a même plus de problème de facturation. Un an après, le 7 janvier 2018, fin de l'ATU, l'ANSM en fait, donne les inclusions officielles. En gros, il y a 1000 patients. Et l'OFDT rappelle en gros qu'il y a 36 750 personnes qui étaient sous méthadone, en XAPA, et 17 500 sous Bupré, ce qui veut dire que les professionnels n'ont même pas donné à 2% de leurs patients le NALSQ. Du coup, on avait décidé de faire une petite étude avec une étudiante que j'ai encadrée pour savoir le pourquoi les gens ne l'ont pas pris, pourquoi les gens ne l'ont pas fait, ne se sont pas saisis du dispositif. Cette étude a été publiée dans Thérapie, vous pouvez la retrouver si vous voulez. C'est un questionnaire en ligne qu'on a envoyé donc, en décembre 2017. Donc effectivement, la date n'était peut-être pas la meilleure, mais enfin, on a fait pareil que la DGS. Et donc, il y a eu 3 relances. On a contacté 462 XAPA, nous avons eu 82 réponses, ce qui fait 18%. Sur ces 82 réponses, on a eu 76 XAPA qui nous ont dit qu'ils prenaient des patients dépendants aux opiacés, parce qu'effectivement, on a visé large, et qu'il y a des XAPA qui sont vraiment que alcool, ou d'autres, mais qui n'avaient pas du tout d'opiacés. La file active moyenne donc, de ces 76 XAPA était de 694, dont 186 pour opiacés. Donc il montre quand même ça concernait quand même beaucoup de gens. Connaissance d'une overdose, parmi leurs patients dans l'année, il y avait un quart des répondants qui nous ont dit qu'ils avaient eu connaissance. Et quand on a additionné le nombre de décès déclarés, bien évidemment, on arrive à 30. Donc c'est bien un dispositif utile. Sur les 76 centres, 2 nous ont répondu qu'ils ne se sentaient pas concernés par l'antidote. On était un petit peu surpris. Bon. Que 1 ne le connaissait pas, pareil, un petit peu surpris. Ensuite, 55 centres ont suivi la formation. 49 se sont inscrits, donc vous voyez là l'échelle, c'est un peu comme l'hépatite C, c'est-à-dire que ça décroît au fur et à mesure. 49 se sont inscrits sur le site de l'ATU et 24 ont refusé. Alors effectivement, manque de temps, procédure trop compliquée, on retrouve toujours les mêmes choses. Et 48 centres ont informé les patients de leur disponibilité d'une ALSQ. Sur les 37 centres, c'est du déclaratif bien sûr, il y a eu 947 patients inclus, donc dans les réponses, ça allait de 1 patient à 197 patients par centre. Ça pour dire qu'effectivement, je vais le dire, 197 c'est à Lyon, et donc c'est pas où j'étais, donc on a été un peu proactif sur la chose. Ça veut dire que par rapport à l'officiel, qui était 2000 et quelques, on avait quasiment presque toutes les réponses. D'accord ? Les entretiens ont été proposés, alors majoritairement uniquement aux patients jugés à haut risque selon l'OMS d'overdose. D'autres ont précisé que c'était la quasi-totalité des patients. Et puis après, un peu moins, à tous les autres patients faisant partie d'un milieu de l'entourage à risque ou entourage des patients à risque, ou uniquement sur demande du patient, ça personne ne l'a fait. C'est-à-dire que personne, a priori, n'a attendu que le patient le demande. Et heureusement, parce que les patients n'ont pas demandé. 21 centres ont essuyé des refus des patients, majoritairement parce qu'en fait, les patients pensent être à l'abri. C'est-à-dire que moi, j'en ai vu quand même pas mal des patients. Les patients disent « Ah, mais c'est que pour les injecteurs, je sniffe, je n'ai aucun risque, j'en veux pas ». Donc il y a un gros problème d'éducation à faire de nos patients. Après, il y a eu aussi quelques réponses où les gens ne voulaient pas répondre au questionnaire de l'ATU, qui, comme vous le connaissez, c'était vraiment des données démographiques. Il y avait pas, et c'était anonymisé. Ensuite, il y a eu, sur ces 44 centres qui ont commandé des boîtes, il y a eu 2500 boîtes qui ont été commandées. Il y a quand même 9 XAPA qui nous ont dit on a commandé des boîtes, mais on ne les a jamais données. C'est un peu dommage.
Et sur les 35 XAPA, il y a eu une dispensation de 1116 kits. Donc ça allait de 1 à 215 parce qu'il y a eu effectivement certains sites, XAPA, qui nous ont dit « nous on a donné, mais sans faire la TU ». Et puis il y a eu aussi les renouvellements. Il y a eu 80 renouvellements dans 1900, surtout pour des dons, des pertes ou des administrations. On a 13 utilisations rapportées dans le cadre d'une OD. Alors c'est toujours difficile de savoir si l'OD aurait été létale ou pas, parce qu'on n'a pas, souvent les gens disent je l'ai utilisé, ça a réveillé les gens, vous avez appelé les secours, bah pas forcément, c'est dommage, on vous avez dit qu'il fallait prévenir les... Voilà. Bon. Et il y a eu 2 cas de mésusage déclarés, où là, c'est une patiente sur Lyon, on leur a expliqué au bout d'un quart d'heure, je leur ai expliqué comment ça fonctionne, puis ils ont voulu jouer, ils ont voulu tester, donc forcément ça se passe pas très bien. Voilà, après l'étude, bien évidemment, une grosse limite, hein, c'est du déclaratif, il y a eu peu de répondants entre guillemets, en tout cas, le bilan est quand même peu glorieux, je vais dire, dans les règles, pour les professionnels. C'est-à-dire que les professionnels ne se sont pas investis dans le dispositif, ce qui est un peu dommage. Ensuite, il y a eu l'AMM post-ATU. En janvier 2018, fin de l'ATU, ce qui veut dire aussi fin des boîtes gratuites, et le laboratoire dit retour à 100 € la boîte hors taxe. Juste pour vous dire, à l'hôpital, une ampoule de naloxone, ça coûte 20 centimes. Donc effectivement, il y a un gap financier qui est énorme. Les ARS ont donné des micro-budgets. Nous, à notre titre, on a eu effectivement des budgets de 2 000 € ou 3 000 €, mais quand vous voyez qu'on a des cohortes, des fois de 700 à 1000 patients, quand on a 20 boîtes, c'est plouf-plouf à qui je vais la donner, quoi, ce qui est un petit peu dommage, et ce qui a freiné en fait aussi la diffusion. Voilà ce que j'ai expliqué. Les CARUD, donc effectivement, comme c'est une AMM post-ATU, c'est enfin possible pour eux. Alors par contre, on impose une formation avec un organisme agréé, donc je sais que la Fédération Addiction a fait des formations, mais si effectivement la formation est utile, pourquoi rendre compliqué avec un organisme agréé ? Je trouve ça c'est pareil, on aurait pu être beaucoup plus simple en fait en disant une formation par un professionnel qui a l'habitude et ça fait office pour le personnel. Donc là aussi, on a complexifié les choses. Ensuite, on attendait tous le passage en ville, ce qui est le but normalement. Et puis on a appris, alors personnellement moi dans le 20 minutes, en septembre l'année dernière, que c'était non. Non parce qu'en fait il y a eu un échec en fait, de négociation au CEPS, mais publiquement on annonce que le prix sera de 35 € hors taxe. C'est-à-dire que le laboratoire, qui n'en vend pas entre juin et septembre, parce que c'est trop cher qu'on n'a pas les budgets pour, et du coup baisse son prix. C'est dommage, il y avait déjà le remboursement qui était prévu à 65%, mais il n'y en aura pas. Juste une petite question. Je vais faire un petit corollaire. Combien coûte un kit d'épipène en France ? Alors l'épipène, c'est de l'adrénaline, c'est en gros un antidote. Voilà, je vois que certains ont lu le poster. Voilà, effectivement, 70 €. Et donc, ce que je voulais dire dans ce message-là, c'est qu'a priori, alors même si je ne connais pas le prix final qui a été négocié avec le CPS, que ça c'est confidentiel, j'imagine que si le laboratoire a annoncé de vendre à 35 €, que c'était a priori le prix qu'ils ont essayé de voir avec le CEPS. Mais je n'ai pas la certitude exacte que ce soit le bon prix. Toujours est-il que le CEPS accepte bien un antidote à 70 € pour les non-tox, et à 35 a priori, c'est un refus. Alors combien ça coûte ? Ailleurs, j'ai regardé vite fait. Donc aux USA, le Narcan est à 125 $ ou 75 $ pour les institutions. Et la FDA a approuvé un générique Teva en avril. Il devrait sortir incessamment sous peu. Et la FDA estime que ça coûte à peu près 40 $. Et que c'est un prix juste pour un générique où le laboratoire peut gagner de l'argent tout en étant pas trop cher pour le contribuable. Et donc ça fait 36 €. Donc finalement, le 35 €, on est à peu près sur le prix demandé. En conclusion, l'ATU qui a complexifié, l'absence de budget, les CARUD qui ont été exclus, ce qui est vraiment dommage. Le CEPS, même si je ne connais pas le prix final, mais a priori 35 €, ça ne leur convient pas. Le laboratoire qui a fait des prix 100 €, très cher pour ce que c'est. Après, je comprends qu'ils aient des prix fixes, enfin des frais fixes, mais c'est quand même très cher pour ce que c'est. Voilà. Les patients, parce que les patients non plus n'ont pas fait la queue au niveau dans les structures pour dire nous on veut l'antidote, on en veut, il n'y a pas eu ça. Les professionnels qui se sont peu saisis du dispositif. Et puis le timing, on sort ça en plein milieu de l'été, juste avant Noël, ce qui n'est peut-être pas forcément très favorable. En tout cas, donc, il y a eu une communication, une dépêche, qui annonçait que le laboratoire arrêterait la production. Il reste des kits, et il en reste beaucoup, qui périment fin 2020 au prix de 35 €. J'espère néanmoins qu'on n'aura pas, entre guillemets, un acte de décès d'une LQ fin 2020, suite à tous ces problèmes. Ensuite, je vais juste citer Nicolas Autier qui a expliqué que la naloxone n'a quasiment pas d'effet indésirable, ce qui est vrai, qu'on distribue en France des centaines de médicaments qui sont 1000 fois plus dangereux, où il n'y a aucune formation par le médecin ni par les patients. Et surtout, à partir du moment où les opiacés sont plus faciles d'accès que la naloxone, on ne risque pas de changer la courbe. Et pour finir, alors on n'est pas 100% démunis, parce qu'il y a le Prénoxane injectable, qui est remboursé en ville, sur 23 €, c'est remboursé.
Par contre, je me pose quand même la question de la place du nasal en France. Alors, il y a une publication américaine où ils ont demandé à peu près 700 patients qu'est-ce qu'ils préféreraient comme forme. Et effectivement, on voit que majoritairement, c'est le spray nasal que les patients veulent aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, nous avons 3 produits qui ont une AMM depuis 2017 ou 2018. Mais ces laboratoires, probablement voyant le peu de boîtes vendues en France et le prix bas, manifestement, qui serait demandé, ne se sont pas lancés. On espère qu'ils se lancent, surtout si le NALQ s'arrête. Et pour l'instant, en tout cas, il y a 3 produits qui peuvent sortir du jour au lendemain si le laboratoire le décide. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions et des commentaires pour Mathieu Chappuis? Une question au centre, madame. Bonjour, alors vraiment je vous remercie pour cet exposé parce que j'ai vécu une galère, je suis médecin généraliste, j'ai 80 usagers en file d'attente, je suis à Montluçon, je me suis battue pour obtenir ce produit et je remercie beaucoup d'ailleurs ma déléguée qui a essayé de m'aider. Et pour assurer ce que vous disiez, la pharmacienne de l'hôpital ne connaissait pas la molécule naloxone. Ah oui, c'est un petit peu... Vous voyez jusqu'où c'est compliqué. Ah c'est tout professionnel confondu. Hein, Oui, mais du coup, nous, on est les plus démunis et c'est nous qui avons les plus risqués parce qu'en médecine générale, on a ceux qui ne vont pas dans l'Ixapa. Oui, je comprends bien. Merci. Merci pour cet exposé. Nathalie Richard de la NSM. Je vous rejoins beaucoup par rapport à certains éléments qui ont été développés. Je vous rejoins par rapport à l'analyse du fait que effectivement, la naloxone n'a pas connu le succès qu'on aurait souhaité. En particulier, et ça c'est vrai que vous l'avez précisé aussi, par rapport justement aux professionnels de santé qui, on va dire, ne se sont pas vraiment emparés, même dans l'Exapa, de ce produit-là. C'est vrai que ça a été quand même assez peu diffusé et donné aux usagers, ça c'est une chose. Alors je voudrais rétablir juste 2 petites choses et justifier un certain nombre de choses par rapport aux choix qui ont été faits. Premièrement, la formation. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une formation? Comme vous l'avez dit, la formation n'était pas... c'est le seul médicament pour lequel il faut une formation. Alors pourquoi la formation? Parce que dans les pays qui avaient déjà de la naloxone pour les usagers de drogue, en fait, ils se sont aperçus que la formation, c'était aussi une façon de réduire les risques d'overdose, parce que justement, les patients, en tous les cas les usagers de drogue, du coup, acquéraient un certain nombre d'éléments qui leur permettaient justement, par exemple, de moins s'injecter, de mieux s'injecter, etc. Donc ça, c'était la justification de la formation. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'était peut-être un petit peu compliqué par rapport à ce qui a été mis en place, mais le fait aussi que ça ne soit pas... vous avez dit, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus simple la formation. Je vous rappelle aussi l'épidémie aux États-Unis des opioïdes. Les formations qui étaient dispensées concernant la prescription d'oxycodone étaient dispensées par les laboratoires pharmaceutiques. Et c'est vrai qu'il a été aussi souhaité qu'ils en fait une formation qui soit un petit peu contrôlée. Donc ça, c'est vrai que ça a été un peu... mais je suis d'accord que la formation, le système de formation a peut-être été un peu compliqué. Dernière chose en précision aussi, pourquoi est-ce qu'il y a eu l'ATU qui a été un peu accéléré au niveau des CARUD, en particulier, je crois que oui, c'était en décembre 2016, c'est parce qu'il y avait une épidémie d'overdose de fentanyl dans l'Isère, et qu'à la suite de ça, il a été décidé justement d'accélérer la mise à disposition. Voilà. Et puis sinon, c'est vrai que par rapport à l'AMM pendant l'été, oui, c'est sûr que c'est pendant l'été, mais en même temps, si on aurait pu attendre aussi le septembre, voilà, donc après, c'est des choix qui sont faits parce que c'est en opportunité, voilà, mais c'est vrai qu'en tous les cas, par rapport à votre analyse, c'est vrai qu'on a vraiment un regret justement de la diffusion non suffisante de la naloxone en France. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que le Prénoxade la loi quand même a été modifiée pour qu'il soit disponible sans ordonnance dans les pharmacies de ville. Alors il y a des problèmes de diffusion, ça aussi on ne le nie pas. Mais c'est vrai que voilà, donc les choses c'est effectivement dommage. Et on espère que bien sûr les choses vont se rétablir. Et vous avez raison, hein, par rapport aux 3 qui vont arriver, voilà, on ne sait pas quand ça va être mis en place. Mais c'est vrai qu'il y a 3 médicaments qui vont arriver normalement avec une autorisation de mise sur le marché. Voilà, merci. Merci.
Après, c'est vrai que la formation, je suis d'accord que la formation des patients est indispensable. Après, c'est sur la formation des professionnels par un centre agréé, où il y a plein de structures qui m'ont dit mais où est-ce que je trouve ça? Alors je leur dis Fédération Addiction, ah bah oui mais c'est compliqué, on va essayer de voir. Et du coup ça a freiné, c'est que des petits freins comme ça. C'est un cumul de petits freins qui font que personne s'en est emparé, que ce soit les professionnels, les usagers, et puis voilà, enfin, tout le monde. Bonjour, je m'appelle Albert Caporossi, je suis secrétaire de France Patient Expert Addiction. Alors, je vous confirme déjà que la forme galénique préférée, c'est le spray intranasal par rapport à l'autre. Pour autant, j'ai entendu une petite critique qui vient du concurrent qui me disait « mais le Nalsq est sous-dosé, ça ne suffit pas pour arrêter une overdose, particulièrement par rapport aux opiacés super puissants, genre fentanyl qui débarquent en ce moment ». Si vous avez une réponse là-dessus ou... Ce qui est possible, parce qu'aux États-Unis, où ils ont donc du Narcan à 4 mg, mais ils font qu'un seul spray au lieu de 2, donc ils ont une double dose, puisque nous on est à 1,8, 0,9 x 2, et ils sont à 4. Quand c'est du fentanyl ou des carfentanyl, ils sont capables de mettre 3 à 4 kits spray nasal quand on est sur des dérivés comme ça. Donc effectivement, probablement que si on avait une épidémie de fentanyl ou carfentanyl comme aux États-Unis, on serait largement sous-dosé avec le spray nasal, c'est possible. Après, sur les opiacés plus classiques, ça fonctionne. Il y a eu quand même plusieurs personnes enfin les patients le disent, hein, ça fonctionne. Donc, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour combien il y a de kits en ce moment en réserve chez... Je crois que le laboratoire, des dizaines de milliers de boîtes, je crois. 20 000, voilà, le laboratoire répond 20 000. 20 000 boîtes qui périment fin 2020, novembre, parce que j'en ai recommandé il n'y a pas très longtemps, novembre 2020. Après, c'est toujours délicat, c'est que moi le premier, je dis l'année prochaine, je ne recommande pas, je n'ai pas donné des boîtes qui en disant aux patients, ça périme dans 3 mois. Donc c'est compliqué. Et bon, après, si le laboratoire décide définitivement d'arrêter la production, comme ils l'ont annoncé dans la presse, et soit d'autres spécialités vont arriver, soit on n'aura que le Prénoxane, qui est déjà un outil. Hein. Moi, je propose toujours aux patients les deux. Certains préfèrent en disant moi l'urgence je préfère l'injectable, donc on propose l'injectable, il n'y a pas de souci, mais majoritairement les gens disent c'est quand même plus simple le spray. Surtout que c'est pas eux qui se l'auto-administrent, donc c'est l'entourage qui est pas forcément, des fois c'est la famille qui n'a pas l'habitude de s'injecter ou des choses comme ça. Ils préfèrent un spray nasal qui est plus simple d'utilisation. Voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question, c'est effectivement, théoriquement, c'est l'injection par impair. Donc en XAPA, on arrive à former quelques personnes pour des gens qui se fréquentent, etc. Mais ça reste compliqué quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport à votre expérience. L'expérience sur 300 patients, je dois avoir 5% des patients qui sont venus avec quelqu'un, mais qui a aussi consommateur, qui est aussi pris en charge. Des fois, c'est le conjoint qui est aussi pris en charge. Après, l'idée, c'est plus on diffuse comment ça fonctionne. Après, c'est l'effet boule de neige. Enfin, c'est ce qu'on espère. Mais effectivement, en leur disant, vous ne pouvez pas vous l'administrer, mais si jamais un de vos compères fait une overdose, vous pourrez l'utiliser votre kit. On leur disait, de toute façon, même si c'est votre kit que vous utilisez, vous revenez, on vous en redonne un, et ainsi de suite, quoi. Dans la limite des budgets, par contre. C'était plus simple quand c'était gratuit, mais... Parce qu'après, voilà, on fait avec les structures. Je comprends qu'il y a plein de structures qui nous disent, on n'a pas les budgets adéquats, et que déjà, on est souvent déficitaire sur les structures, et que derrière, 100 €, là, enfin maintenant c'est 35 €, mais ça fait quand même un coût. Après, c'est un problème de financement. Et le passage en ville serait très bien. J'ai répondu à votre question, du coup? Ouais, merci. J'ai plus de questions. Merci. Merci à vous. Catherine. C'est ça. Bonjour. Où est-ce que je vais là? C'est une question. Oui, mais c'est pas ça parce que j'ai pas d'image à l'écran là en fait. C'est celui-là? Ben non, parce qu'en fait c'est pas à l'écran en fait. C'est bon, c'est bon là. C'est bon. Ah bon, c'est bon. Non, c'est là, c'est à gauche. Là, Ah mais c'est pour ça. Je vois pas. là c'est plus bon. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais c'était bon. Voilà, on y a. Donc bonjour, donc je vais vous présenter, dans la lignée de la présentation précédente, des travaux qui sont en cours sur la construction d'outils pour renforcer la demande et l'appropriation de l'analoxone, donc essentiellement des outils d'information et de formation.
Donc les travaux que je présente sont ceux d'un groupe interassociatif qui est piloté par la Fédération Addiction. Je n'interviens pas en tant que membre de la Fédération Addiction, mais en tant que directrice de l'association SAFE, qui est un des acteurs de ce groupe. Donc en fait, la démarche, elle est vraiment désormais une démarche interassociative. La Fédération Addiction avait commencé à piloter des travaux interassociatifs déjà au moment de l'ATU, mais avec un moindre nombre de partenaires. Et en fait, depuis 2018, il y a vraiment une volonté de fédérer davantage d'acteurs, et pas seulement des acteurs du champ de l'addictologie, mais également des pharmaciens, les acteurs du traitement de la douleur, et avec l'idée non seulement de travailler en direction des professionnels de la RDR, mais également des usagers, des patients. Et ce travail interassociatif s'appuie beaucoup sur des outils déjà développés par les différentes associations partenaires, dont des flyers et un site internet de formation, dont un qui s'appelle naloxone.fr, qui a été développé par SAFE. Alors, ces travaux donc, sur les outils d'information et formation, ils sont issus d'abord d'un diagnostic des freins à la distribution de naloxone qui ont pu être identifiés. Donc nous avons déjà identifié un certain nombre de freins chez les professionnels, donc ça reprend ce qui s'était déjà dit quelques minutes avant, donc déjà l'offre de formation qui est insuffisante. Il y a bien eu une offre de formation par la Fédération Addiction pendant la TU, mais qui était relativement restreinte. Et puis le site internet naloxone.fr. Mais là encore, donc ce site, il est ouvert depuis janvier dernier. Mais on a mis plus de 5 mois à avoir la reconnaissance que cette formation soit certifiante. Donc voilà, donc là aussi un outil existant, mais dont les professionnels n'ont pas pu se saisir tout de suite, faute de reconnaissance de son côté certifiant pendant plusieurs mois. Un autre frein est bien sûr le peu d'informations sur l'accès à la formation. Beaucoup de CARUD et de XAPA s'interrogent donc sur comment accéder à une formation. Et puis ensuite, on l'a dit, des budgets insuffisants. Donc aujourd'hui, beaucoup de CARUD et XAPA notamment s'interrogent sur la façon de financer les kits de naloxone dont ils ont besoin. En parallèle, des freins identifiés pour les usagers et pour les patients. Donc là encore, une information insuffisamment disponible. Et également beaucoup de fausses informations ou de désinformations. Il y a un vrai travail d'éducation à la santé à faire en la matière. Un autre frein qui est l'accès aux médicaments, qui est aujourd'hui toujours difficile. Donc difficile dans certains centres où les usagers de drogue vont, mais où il n'y a pas d'accès au kit de naloxone. Et par ailleurs, un accès en pharmacie qui est toujours très difficile. À titre d'exemple, j'ai fait un testing auprès d'un certain nombre de pharmacies à Paris, en Île-de-France, mais également en Bretagne et dans le département du Gard. J'en suis à peu près 180 pharmacies visitées. Je n'ai jamais pu acheter de naloxone et je n'ai pas pu non plus trouver de pharmacien qui sache comment me la commander. Donc voilà, ça démontre bien qu'aujourd'hui, l'accès à la naloxone est toujours extrêmement difficile. D'autant plus que moi, j'y vais sans prescription et on se rajoute à l'indisponibilité le regard extrêmement jugeant d'un certain nombre de professionnels. Alors, ce n'est pas le cas de tous. Certains ont voulu vraiment m'aider à trouver la naloxone, mais ne connaissaient pas la procédure pour l'acquérir. Donc, il y a des pharmaciens qui sont extrêmement accueillants et qui ont envie de faire, mais qui ne connaissent tout simplement pas la procédure. Et puis d'autres qui ne le souhaitaient pas. Et puis donc aujourd'hui, on l'a dit également, la nécessité de pouvoir disposer des deux formes injectables et intranasales, parce que pour certains usagers, la forme injectable est un frein vraiment important. Donc les objectifs du travail interassociatif sont au nombre de 4. Le premier, c'est de permettre l'augmentation du nombre de professionnels en capacité de prescrire ou délivrer la naloxone. Et donc là encore, avec un panel de professionnels qu'on souhaite le plus large possible, du champ médico-social, du sanitaire, les CARUD, le milieu carcéral, le résidentiel, les pharmacies, etc. Ensuite, bien sûr, l'augmentation du nombre de lieux où la naloxone est effectivement accessible. L'augmentation du nombre de patients
usagers et proches qui sont formés à agir quand ils sont confrontés à une surdose. Et puis enfin, l'augmentation du nombre de patients, usagers de drogue et proches qui détiennent chez eux l'analoxone. Donc pour ça, notre stratégie, elle est multiple. Elle consiste d'abord à informer sur les surdoses aux opioïdes en population générale et auprès des populations à risque spécifique, notamment usagers de drogue. Le deuxième axe, ça va être de former les patients, les usagers de drogue et leurs proches à savoir agir lorsqu'ils sont confrontés à une surdose, promouvoir l'analoxone sous ses différentes formes, former les professionnels de la réduction des risques à la délivrance de l'analoxone, et puis ensuite inciter les professionnels du champ à prescrire ou délivrer. Donc, les outils qui sont en cours de développement sont d'abord des brochures. Donc, les brochures qui vont être éditées au nombre de 10 000 exemplaires en direction des CARUD, XAPA, du milieu carcéral, des ELSA, des associations d'autosupport. Donc en attendant les brochures finales, sachez qu'il y a déjà des brochures spécifiques qui sont faites en direction des usagers de drogue. Donc les brochures qui viendront seront à destination des différents publics, également les patients qui sont traités pour la douleur. Mais il y a déjà donc ces brochures qui sont disponibles, notamment à SAFE. Donc vous pouvez en avoir ici sur le stand de SAFE ou en commander à SAFE si vous le souhaitez. Les deuxièmes outils qui sont en cours sont des affiches qui vont être déclinées sous 4 formes, puisque adaptées aussi bien aux usagers de drogue qu'aux patients traités soit pour leur consommation d'opiacés, soit des patients qui sont traités pour la douleur. Les affiches vont avoir vocation à être diffusées auprès des pharmacies, des médecins, des XAPA, des CARUD. Pour tous ces outils, la DGS et la MILDECA qui soutiennent ce projet nous ont proposé de travailler avec Santé publique France pour optimiser le plan de diffusion de ces matériels. Il y a par ailleurs des outils pour former à la gestion des surdoses. Nous travaillons et allons poursuivre le travail autour d'un site internet qui s'appelle naloxone.fr. Donc c'est une formation gratuite en ligne qui vise aussi bien les patients, les usagers de drogue, leurs proches, mais les professionnels de la réduction des risques. Donc ce site internet est déjà en ligne. Aujourd'hui, il concerne uniquement la délivrance de Nalsq, mais nous sommes en train de travailler sur des modules spécifiques sur Prenoxate qui vont donc être ajoutés sur la même plateforme. Donc cette plateforme contient à la fois des vidéos, des fiches mémo, des petits tests sur chaque thématique. Donc il y a plusieurs thématiques sur ce que sont les overdoses, la protection, l'alerte, l'administration du Nalsq, la libération des voies aériennes, la mise en PLS, le massage cardiaque. Donc tous ces modules, à chaque fois, donc, sont vraiment détaillés avec des petits diaporamas, des mémos pour certains que les usagers peuvent même imprimer et conserver, des petits QCM sur chaque thématique. Il y a également une boîte à outils, d'outils complémentaires spécifiques pour les professionnels, donc avec toutes les règles pour délivrer du Nalsq, par exemple, dans son CARUD, des modèles de convention pour pouvoir obtenir et délivrer l'analoxone. Donc vraiment beaucoup d'outils très pratiques. Et la possibilité donc d'avoir un petit diplôme de certification. Donc, je rappelle que la certification n'est obligatoire que pour les professionnels des CARUD. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme, une certification pour pouvoir délivrer l'analoxone dans tous les autres établissements. C'est spécifique pour les CARUD. Donc, nous avons mis plusieurs mois à avoir la reconnaissance, en tout cas de la certification de cette plateforme par la DGS, mais c'est le cas depuis, je pense, début juin, enfin fin mai ou début juin. Donc aujourd'hui, avoir l'attestation de certification qui est délivrée par la plateforme Naloxone vous permet déjà de détenir et délivrer l'analoxone dans les CARUD. Voilà.
Également, donc, pour former à la gestion des surdoses, il y a des flyers, des petites brochures qui vont être mises à disposition. Donc la brochure sur NALSQ, il y en a déjà donc une forme qui existe, disponible. Donc pareil, vous pouvez l'avoir sur le stand de SAFE ou la commander. Et il y a une forme qui est une brochure qui est en cours de préparation sur Prenoxade et qui sera également disponible vers la fin d'année au plus tard. Donc vous pouvez déjà en obtenir. Il y en a 15 000 qui seront par ailleurs délivrés donc par la Fédération Addiction en direction des CARUD, XAPA, du milieu carcéral, des ELSA, des associations d'autosupport. Donc en conclusion, aujourd'hui, on a quand même déjà levé un certain nombre de freins pour pouvoir délivrer la naloxone. Donc il faut maintenant que collectivement, on se mobilise pour passer à l'acte et diffuser cet outil. On peut déjà commencer puisque la naloxone est là, sous 2 formes. Pour les équipes qui ont besoin d'aide, il y a déjà des outils qui sont prêts, gratuits, dont vous pouvez vous saisir pour la forme intranasale. Et il y aura donc d'ici au plus tard janvier 2020 des outils complémentaires disponibles pour la forme intramusculaire et puis donc des éléments de communication renforcés en direction des différents publics sur la forme intranasale. Je vous remercie. Juste, je vous rejoins sur la difficulté pour avoir le Prenoxade, sachant qu'après, on peut peut-être utiliser nos outils informatiques, c'est-à-dire que le laboratoire a fait le choix, dans un premier temps, que le Prenoxade soit disponible que chez un dépositaire, CSP pour le nommer, et pas via les grossistes. Alors, les pharmaciens ont souvent l'habitude de tout commander par les grossistes. Donc, c'est pour ça qu'ils sont perdus. Par contre, vous pouvez utiliser les logiciels informatiques, ce qu'on a fait aux hospices, c'est-à-dire qu'en dessous du Prenoxade, j'ai marqué « à commander » en automatique. Quand on sélectionne « à commander » avec l'adresse mail ou le numéro de fax, pour comme ça, au moins, le pharmacien ne peut pas dire qu'il ne sait pas, quoi. Donc, c'est un outil facile avec le logiciel informatique de rajouter une ligne en dessous de la prescription du Prenoxade. C'est ça. Et là, je pense qu'effectivement, quand on prescrit, c'est facile de l'ajouter. Moi, j'y suis allée sans ordonnance. Et donc là, c'était vraiment l'interrogation complète. Et donc quand je disais, mais c'est disponible, vous pouvez commander, on voyait bien que même les gens de bonne volonté, au départ, ne voyaient pas du tout. Et donc en fait, si je ne leur donnais pas la solution, ils ne savaient pas. Et donc ils disaient, mais on ne comprend pas. Oui. Donc voilà, en gros, leur solution, c'était, oui, alors on appellera Etifarm pour savoir, parce qu'ils ne voyaient vraiment pas comment faire tant qu'on ne donnait pas la solution. Alors que des pharmaciens qui ont l'habitude de recevoir régulièrement des usagers de drogue nous disaient, oui, pourtant, on a eu l'info. C'est toute la difficulté entre les pharmaciens qui ont une certaine habitude, connaissent, et puis on fait la démarche de chercher. Et moi, je vous dis, des dizaines et des dizaines de pharmaciens qui n'avaient pas eu, peut-être n'avaient pas non plus la patientèle qui faisait qu'ils avaient déjà eu cette démarche de rechercher, mais... Non, je vais juste un petit mot. Tu veux dire juste un petit mot. On va laisser revenir. Bonjour. Alors moi, je suis pharmacien. J'ai fait 23 ans d'officine. Maintenant, je suis en XAPA. Je veux dire, il ne faut pas une formation particulière pour trouver où commander de la naloxone. La naloxone, ça se commande chez CSP. Tous les pharmaciens, tu leur dis CSP, ils connaissent parce qu'ils commandent toutes sortes de médicaments à CSP. Et franchement, c'est pas compliqué. Moi, j'ai commandé de la naloxone, les 2 formes, pour les 3 XAPA dans lesquels je bosse. C'est livré extrêmement rapidement par les 2 laboratoires, pratiquement le lendemain. Chez Etifarm, c'est Franco de Port à partir de 2 boîtes. Chez Indivior, c'est tout aussi facile d'avoir de la naloxone. Moi, dans mes 3 XAPA, ça fait maintenant des mois et des mois qu'on a délivré des quantités énormes de naloxone, les 2 formes à nos usagers. C'est absolument pas compliqué. Deuxièmement, je pense que dans des XAPA, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des infirmières, parfois il y a des pharmaciens. Je pense que ces gens-là sont capables de faire la formation des équipes sans être obligés de passer par des organismes particuliers. Donc, moi, je crois que toute cette histoire, c'est un petit peu exagéré. C'est franchement très facile d'avoir la naloxone.
on a les budgets. Moi, j'ai eu aucun problème de budget dans les XAPA dans lesquels je bosse. Donc arrêtons de dire qu'il y a des problèmes avec l'analoxone. On commande de l'analoxone et puis l'idée maintenant, c'est de diffuser de l'analoxone simplement et de façon intelligente. En fait, la pratique, c'est que oui, effectivement, commander à CSP, c'est facile. Encore faut-il que les pharmaciens le sachent, puisque, oui, mais voilà, mais parce que moi, quand j'y vais, je leur dis, la solution, c'est celle-là. Mais si je leur avais pas dit, ils ne le savaient pas. Ce qu'on dit simplement, c'est pas que c'est difficile, c'est qu'il y a un déficit d'information quelque part. Un pharmacien, il va commander un médicament quand ce médicament est prescrit ou qu'on va lui demander. Il y a 15 médicaments ou 20 médicaments qui sortent tous les mois. Les pharmaciens ne commandent pas systématiquement tout ce qui sort sur le marché. Les pharmaciens vont commander ce qu'on leur demande. Alors, le pharmacien va être surpris. Et quand tu dis le pharmacien, qui c'est? Ça peut être la préparatrice en pharmacie, ça peut être l'adjoint, c'est pas forcément le titulaire. Tu insistes un petit peu, tu parles de CSP, tu fais une demande, le lendemain il y a une deuxième demande. Le pharmacien, il n'est pas débile, il a compris qu'on va lui demander ce truc-là, il va le rentrer, il va le mettre en stock. C'est de son intérêt, que ce soit de la naloxone ou n'importe quel médicament. Ok, merci. Généralement, je ne suis pas, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas là pour défendre les pharmaciens. Il y a des pharmaciens qui sont des têtes de cons et qui ne veulent pas s'intéresser à toutes ces choses-là. Mais globalement, le pharmacien est quand même un professionnel de santé sérieux. Ça fait 20 ans qu'il délivre des médicaments de substitution aux opioïdes, qu'on arrête de penser que le problème de l'analoxone, c'est un manque de diffusion chez les pharmaciens. Qu'on aille voir peut-être aussi ce qui se passe dans les XAPA hospitaliers. Est-ce que là-bas, ils diffusent de l'analoxone? C'est-à-dire, est-ce que le milieu spécialisé s'est emparé de la question de l'analoxone avant de penser que c'est un problème de pharmacien d'officine? C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Bon, attendez, s'il vous plaît, essayons d'avoir un débat qui soit entendable par tout le monde. Si quelqu'un veut réagir, il peut le faire, mais avec le micro pour que tout le monde participe. Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît, pour dire ce que vous avez à dire. Je voulais répondre aux collègues. Au moment de la TU, Mathieu l'a dit, mais un peu plus élégamment que je vais le dire, pas élégamment. Nous avons été les 2 XAPA hospitaliers lyonnais, dépendant des Hospices civils de Lyon, à avoir délivré les 3/4 du Nalsq dans le cadre de la TU en France. Ah bah oui. Bon, on a bien compris que c'était une question d'envie, quand même, essentiellement, partout, de la part de tous les acteurs. Donc on va rester sur cette question de désir, et puis on va appeler un pharmacien à la tribune pour nous parler de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Karim Diop est pharmacien, il a participé activement, il y a une dizaine d'années, à la mise en place du premier centre de prise en charge intégrée des addictions en Afrique de l'Ouest, à Dakar, à Fan, au Sénégal. Et aujourd'hui, à partir de cette expérience sénégalaise, qui est d'une part la première, mais aussi la plus avancée, il travaille activement sur la sous-région pour essayer de faire en sorte que d'autres pays soient capables de développer les mêmes activités et la même offre. Et Lionel, qui s'en va là, a largement participé avec Karim au démarrage de cette très belle expérience sénégalaise. Donc Karim, tu as la parole. Merci bien. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de nous offrir l'opportunité de participer à cet important congrès. Gilles, tu n'as pas dit également que tu es très impliqué dans ce qui a été fait. Et je crois que c'est important, le regard que nous allons poser durant ces quelques minutes à venir, c'est de voir en fait qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là en Afrique subsaharienne. Et j'ai pris l'exemple du Sénégal. En effet, dans ces pays, particulièrement en Afrique de l'Ouest, les politiques en matière de drogue sont très répressives, aussi bien à l'endroit des trafiquants que des consommateurs. Et malheureusement, cette guerre aveugle contre la drogue constitue un obstacle par rapport à l'assistance dont ont besoin les usagers. Alors, l'Afrique de l'Ouest, non seulement elle subit les conséquences liées à la drogue, les conséquences de divers ordres, mais
au-delà de la zone de transit, elle est devenue également une zone de production de certaines drogues et une zone de consommation. Et vous voyez à travers ce schéma-là que pour la plupart des drogues, que ce soit l'héroïne, que ce soit la cocaïne, il y a un transit qui se fait de façon importante par l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi des études ont démontré que oui, il y avait consommation, certains nient encore cela, consommation d'héroïne, de cocaïne et d'autres stimulants. Et l'ONUDC considère qu'il y a environ plus de 1,8 million environ consommateurs de drogue et près de 200 000 parmi eux seraient porteurs du VIH-Sida. Alors, pendant très longtemps, on n'a pas eu d'évolution et durant ces 10 dernières années, il y a eu un certain nombre de dynamiques qui ont été développées à travers un certain nombre de congrès et d'ateliers qui ont été organisés dans le domaine par l'ONUDC, par Esther, qui est devenue Expertise France, dans le but d'essayer de voir comment fédérer les différentes énergies et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passait dans les différents pays. Et l'argent étant le nerf de la guerre, des financements également ont été mis à disposition pour pouvoir effectivement, soit à travers des projets régionaux, soit à travers le financement du Fonds mondial qui a été adressé au niveau des populations clés. Et bon, on a largement parlé de cela, mais le contexte était favorable à travers non seulement les ODD 3, la stratégie des 390, mais également la commission ouest-africaine qui a été mise en place, qui est présidée par Olusegun Obasanjo, l'ex-président du Nigeria, commission à l'initiative de Kofi Annan, ex-secrétaire général des Nations Unies, et qui a l'année dernière fait un appel sur la réduction des risques et la proposition d'une loi type. L'Union africaine qui a, une semaine après le sommet de UNGAS 2016, a organisé un sommet spécifique sur le VIH-Sida et sur les drogues particulièrement, et elle a recommandé d'avoir une approche beaucoup plus équilibrée et pas uniquement des politiques répressives. Alors qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal ? Au Sénégal, nous avons considéré qu'il fallait avoir une stratégie partenariale dans le cadre de la recherche, en procédant d'abord, grâce à un partenariat avec l'ANRS, à une première étude qu'on a appelée une étude de faisabilité qui a pu démontrer que oui, il y avait une consommation de drogue à Dakar avec une scène ouverte existante et que sur 2 régions du Sénégal, à Ziguinchor et à Thiès, il y avait une consommation et des lieux d'usage qui dépendaient en fait de la saison touristique et qui étaient géographiquement dispersés. C'est ainsi qu'une étude a été menée entre 2011 et 2012, une étude qu'on a appelée UTSEN, dont le but était de mesurer la taille, d'identifier les pratiques à risque et la prévalence du VIH-Sida et des hépatites chez les usagers de drogue dans la région uniquement de Dakar. Et cette étude a pu démontrer que dans un pays de basse prévalence, puisque au Sénégal, la prévalence du VIH-Sida elle est de 0,7%, la prévalence du VIH chez les usagers de drogue était de 9,4%. Elle était également de l'ordre de 24% pour l'hépatite C. Et donc, on a considéré que les usagers de drogue, à l'instar des travailleurs du sexe ou bien des hommes qui ont des rapports avec des hommes, étaient constitués ce qu'on appelle des populations vulnérables. Donc, juste après l'enquête, il y a eu un certain nombre de besoins qui ont été exprimés. Et les premiers, ça a été de pouvoir démarrer un programme de ce qu'on appelait le programme de l'équipe de terrain, le programme Outreach, qui a consisté à mettre en place une équipe de 10 personnes qui a pu, au sein de Dakar, l'organiser en zones. Et ces zones ont fait l'objet de visites régulières, donc 6 par jour, par semaine. Et on a, avec une distribution de seringues et une récupération de seringues. Et, dans un premier temps, proposé une consultation hebdomadaire pour prendre en charge notamment les IST et le VIH-Sida. Mais la demande la plus forte qui était exprimée, c'est disposer d'un centre spécifique pour prendre en charge les usagers de drogue. Alors, et ce centre a pu, on a décidé de le mettre en place. Bon, ça a été dur, évidemment. Je vous passe
les épreuves par lesquelles on est passé, puisque certains membres de l'opinion n'étaient pas d'accord à ce qu'il y ait un centre spécifique. Mais nous avons pu avoir un centre qui a été inauguré donc, en février 2015 et qui présente une prise en charge globale, donc organisée selon un certain nombre d'espaces, avec un espace addictologique, un espace somatique et une prise en charge également psychosociale. Alors, vous avez ici un exemple des différentes activités qui sont proposées, avec l'accueil au départ, le laboratoire avec les infirmiers, la méthadone qui est conservée dans les coffres forts, mais surtout beaucoup d'activités qui sont proposées aux usagers, que nous considérons comme étant des activités occupationnelles, qui vont de la peinture au micro-jardinage, au poulailler. Et vous avez également des formations qui sont proposées. Là, on a un exemple de formation qui est proposé pour les urgentistes et un exemple de récupération de seringues. Quelques résultats du CEPIAD en fin 2018. Alors, il y a eu au total 2437 consultations, 198 sorties de terrain ont été organisées, à peu près 10 000 seringues ont été distribuées et 7 500 préservatifs distribués au total. Alors, au-delà de la mise en place de ce centre à Dakar, 2 centres ont également été mis en place, un en banlieue, mais également un autre à Hambourg, qui est une zone touristique. Et on espère mettre en place encore 2 autres centres d'ici la fin de l'année, dans les régions centre et dans les régions du sud. Un autre acquis important, et qui n'est pas du tout négligeable, c'est le travail, la volonté politique. Et là, nous avons pu bénéficier, en 2016, d'une recommandation du Conseil des ministres qui demande à ce qu'on puisse réviser le cadre juridique de la lutte contre la drogue et qu'on puisse effectivement proposer un renforcement des centres existants. Et c'est ainsi que ce plan a été soumis et validé. Et nous avons pu également nous inscrire dans une démarche de plaidoyer qui a consisté à faire des sensibilisations, non seulement des forces de sécurité, on en a fait plusieurs. Nous avons également pu sensibiliser les autorités judiciaires, mais également les députés. Et je retiens un mot d'un juge qui était très, très difficile et qui ne voulait même pas entendre parler de ce que nous faisions, puisque la loi étant répressive, la distribution même de seringues était considérée comme étant, à la limite, une incitation à l'utilisation de drogue. Et lorsque nous avons pu échanger durant cet atelier, il a terminé pour nous dire « Je comprends que si aujourd'hui la RDR n'est pas légale, elle est quand même légitime. » Et c'est un mot important parce que cette personne-là n'était pas du tout pour nous, mais maintenant c'est vraiment quelque chose qui nous soutient. Et d'ailleurs, il a proposé donc une révision du cadre juridique que nous avons, qui est actuellement dans le pipeline et qui va être soumis très bientôt à l'Assemblée nationale. Dans le domaine du renforcement de capacité, nous disposons maintenant d'addictologues, nous en avons maintenant 5. Nous avons initié des formations sur 2 bases, un partenariat nord-sud, donc entre la France et le Sénégal, mais un partenariat sud-sud, notamment avec le Maroc, avec lequel on partageait un certain nombre de considérations sur le plan religieux, etc. Nous avons organisé des voyages d'études pour le personnel de soins, mais également les institutionnels. Et je dois avouer que ces voyages d'études des institutionnels qui étaient très difficiles au début vis-à-vis de cette vision a beaucoup ouvert les yeux et ça a été très intéressant. Nous avons mis en place également un DU depuis l'année dernière, un DU d'addictologie, et nous avons pu former un certain nombre de personnes grâce à des référentiels que nous avons pu mettre en place, un guide de prise en charge, un guide de formateur. Et depuis que le centre a été mis en place, beaucoup de pays de la sous-région viennent nous visiter pour s'inspirer de l'expérience sénégalaise. Alors, l'existence de preuves scientifiques, c'est la base en termes de réduction des risques, et nous avons continué ces études suite à celle qui a été menée pour mettre en évidence l'existence d'usagers de drogue. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'études sont menées. La première cohorte de suivi de patients sous opiacés a été menée au niveau du CEPIAD, mais nous avons également des études socio-anthropologiques, l'une qui porte spécifiquement sur les femmes, une autre sur le cannabis et l'autre sur la perception des usagers qui sont menées avec des doctorants. Nous sommes néanmoins confrontés à un certain nombre de défis.
Un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est l'insertion et la réinsertion professionnelle des CDI. Ils vous disent qu'on passait notre temps à chercher de l'argent ou à trouver les moyens de se droguer. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas d'activité et ce défi est un défi important. Le cadre juridique, en attendant qu'il soit validé, il n'y a pas de cadre juridique qui encadre la réduction des risques. Donc aussi bien le traitement des opiacés que la distribution de seringues. Et donc ce cadre doit être révisé pour nous permettre effectivement d'améliorer nos activités. Le nombre de ressources humaines est encore insuffisant. La prise en charge des soins médicaux, même si la méthadone est gratuite et la prise en charge proposée, il y a d'autres soins qui ne sont pas gratuits, les soins bucco-dentaires, les autres soins somatiques. Et donc malheureusement, les usagers qui sont déjà vulnérables, c'est difficile pour eux de pouvoir assurer cela. Et donc les moyens de façon générale manquent et de façon beaucoup plus globale, c'est un travail à faire avec l'environnement social et culturel. Il y a encore beaucoup de stigmatisation, beaucoup de perceptions négatives au sein de la population et c'est un travail qui est à faire pour pouvoir effectivement rendre cet environnement social plus favorable. Et enfin, il faut que les soins soient beaucoup plus accessibles au niveau décentralisé. Ils sont essentiellement localisés au niveau de Dakar et la forme qui est proposée actuellement fait qu'ils doivent venir très régulièrement. Si bien que donc, les patients qui sont éloignés ont du mal effectivement à bénéficier de ce suivi-là. En conclusion, nous pouvons donc retenir que le Sénégal a fait des progrès remarquables dans le domaine, grâce notamment à la mise en place du CEPIAD, mais ces acquis doivent être consolidés. Ils doivent être consolidés par le renforcement de l'environnement favorable, par une révision des lois sur la drogue, et que nous espérons que le Sénégal puisse constituer un exemple pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de pays ont manifesté, en tout cas, les besoins de pouvoir proposer des centres similaires. En Côte d'Ivoire, il est prévu de mettre en place 2 centres. Le premier a été ouvert, mais il ne propose pas encore de traitement de substitution. Mais les besoins existent. La drogue, qu'on le veuille ou non, elle existe. Et il est démontré qu'il existe des liens forts aujourd'hui entre la drogue, le terrorisme et les migrations, à travers notamment ce qui se passe au niveau de la bande sahélienne. Et il est important aujourd'hui de proposer une approche beaucoup plus équilibrée et qui va se baser notamment sur le renforcement des politiques basées sur la réduction des risques. Alors, je voudrais remercier tous les partenaires qui nous ont aidés à mettre en place cela, notamment le Fonds mondial, notamment Expertise France, la mairie de Paris, et tous les organismes des Nations Unies qui nous appuient. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Lionel, il faut que tu commentes un peu sur la base de ton expérience quand même. Oui, mais c'était bien évidemment complètement intéressant pour moi de pouvoir travailler dans un pays qui n'avait pas en fait accès à la substitution, et c'était la première fois que ça m'arrivait, d'être effectivement avec les collègues dans le don d'outils déjà divers et variés, des seringues aussi. Moi, j'étais initialement assez étonné. Il y avait recours à l'injection dans des ratios qui étaient conséquents. Mais c'est surtout des heures et des heures de discussion avec les usagers et l'impossibilité, au moins au début, de pouvoir leur proposer l'accès à la méthadone. Et effectivement, quand tu passes un an et demi à attendre la méthadone, t'en parles, mais il y a le temps de l'institution. Effectivement, une fois que le CEPIAD a pu ouvrir, il y a eu dispensation, mais les gars attendaient vraiment au quotidien la possibilité de enfin pouvoir bénéficier de TSO, et ça générait auprès des équipes une certaine tension. C'est-à-dire que bon, ils sont sympas au début, mais quand ça fait 1 an et demi que tu passes et qu'il n'y a toujours pas accès aux produits, ça crée des fois de l'agacement. Et on a été très pédagogue sur le fait que le Sénégal était dans cette dynamique de TSO, ce qui est maintenant le cas. Et pour avoir été plusieurs fois dans le centre, il y a effectivement un lieu d'accueil et une équipe qui est vraiment disponible et qui fait le job, quoi. Voilà. Juste peut-être pour compléter le tableau, je pense que c'est important. Je pense qu'il est important de savoir à quel point l'Afrique est en difficulté sur cette problématique.
Karim vous a parlé essentiellement du Sénégal, mais si on regarde la sous-région, y compris des grands pays comme la Côte d'Ivoire, il n'y a quasiment pas d'addictologue, il n'y a quasiment pas de programme national, il n'y a pas de traitement de substitution qui soit disponible. Et la situation est assez tragique. Donc, on avait initié ce programme il y a longtemps avec le Sénégal, mais pour ceux d'entre vous qui seraient tentés, il y a un énorme besoin d'appui, d'accompagnement, de partenariat avec des structures du Nord pour développer les capacités de ces pays-là sur ce plan-là. Donc tous ceux qui sont éventuellement intéressés peuvent prendre le contact de Karim, qui travaille sur toute la sous-région et pas seulement au Sénégal, et qui pourra éventuellement, pour ceux qui seraient intéressés à partager avec les collègues africains, à les aider à démarrer quelque chose, ce serait, je crois, quelque chose d'extrêmement important compte tenu de la gravité de la situation locale et de l'importance des besoins. Madame. Le directeur de la prévention de la Côte d'Ivoire, qui se bat en plus depuis qu'il vient ici, qui a été obligé d'être appelé par le ministre, a quand même fait un plan. Le plan est en cours et il galère énormément à obtenir les produits. Donc si vous pouvez l'aider, oui, parce que franchement, c'est pas simple du tout. Et pourtant, il est délégué par le ministère. Oui, mais enfin, Karim va commenter parce qu'il connaît bien la problématique de la Côte d'Ivoire. J'en doute pas, on a parlé déjà de ça. Il va commenter sur ce fameux plan parce qu'il y a participé. Alors, moi, j'ai aidé l'année dernière la Côte d'Ivoire à avoir un plan de réduction sur la RDR. J'ai donné l'exemple du Sénégal, qui est le pays le plus avancé par rapport à la problématique. Et dans les autres pays, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de centre. Comme je dis, l'un des pays qui pourrait le plus avancer le plus vite, c'est la Côte d'Ivoire, qui a pris l'option d'ouvrir 2 centres. Un centre communautaire, qui a ouvert les portes l'année dernière, mais qui pour le moment est un autre centre qui serait un centre public. Mais ils n'ont pas accès encore aux produits de substitution. Et donc ça serait la prochaine étape. Mais j'ai pas eu le temps de présenter tout ça. Mais disposer de stupéfiants, parce que ce sont quand même des stupéfiants, c'est quand même une démarche. C'est un stock qui est défini par pays. Il faut avoir une autorisation des organismes internationaux. Il y a des structures agréées qui doivent livrer et qui doivent réceptionner. Donc tant que ces démarches ne sont pas faites, c'est difficile. Mais de toute façon, nous sommes disponibles pour accompagner, en tout cas, et partager un peu notre expérience. Mais l'approvisionnement en stupéfiants se fait pas Là, on parle vous avez parlé de naloxone, voilà. Mais là, on a mis quand même un an et demi. Et comme l'a dit Lionel, lorsque on faisait les visites terrain, pour la méthadone, c'était une arlésienne. Parce que les gens pensaient que jamais il y aurait la méthadone, parce que tellement on leur promettait ça. On leur a promis pendant 2 ans. Et ce n'est qu'en 2015 qu'on a pu avoir ces produits. Et d'ailleurs, on avait fait même un abstract là-dessus, parce que ça nécessite un certain encadrement. Dans les autres pays, on vient de démarrer des programmes d'équipe outreach. Je pense que ça a démarré un peu en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, mais c'est des programmes qui sont naissants. Mais la disponibilité des traitements de substitution, pour le moment, c'est un désert. C'est un désert, alors que la consommation, elle est très active. Et moi, j'étais il y a 2 semaines en Guinée-Bissau, et on voyait, il y a vraiment une demande extrêmement forte que de pouvoir s'en sortir. Merci. Lionel, tu veux... Non ? Bien, écoutez, on finit très tôt, c'est bien, je pense, parce que... Mais merci à tous, en tout cas, pour avoir assisté pour votre attention, pour avoir assisté à cette séance, et merci aux orateurs.